KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Aussi dépouillée qu'elle de toute aventure, elle existait sans bruit, ni vie extérieure, dans un grand secret. Elle y joignait une saveur de conte de fées, une certaine familiarité avec l'impossible. Un seul côté du monde, elle tremblait d'aborder. Celui même où on l'eût cru chez elle. Le paysage des Sablons lui faisait peur et le grand vieux château mélancolique. Augustin ne l'y menait jamais. D'ailleurs, s'il voyait bien que ses émotions le poussaient sur ces chemins-là, il ne savait pas vers quelle personne et n'était même pas sûr qu'il y eût quelqu'un pour les recevoir. Une forte et subite intrusion du réel bouscula ses fantômes. Monsieur Méridier franchit avec Augustin les passages latéraux d'une barrière blanche autour de laquelle s'équilibrait l'extrême avancée des futaies. Ils entamèrent les premières courbes d'une avenue soignée, déserte et neuve. « Tout cela est changé », disait le professeur à mi-voix, comme si on pouvait l'entendre de 3 kilomètres. Ce coin de futaie, jadis assez sauvage, s'est discipliné, n'est plus qu'un parc. L'ondulation vague de sa main anéantissait la barrière blanche, défaisait l'œuvre de l'architecte paysagiste, évoquait le temps d'avant, le grand mariage, et même des jours bien plus anciens. Il faisait revivre la vétusté paysanne qui avait autrefois régné là, pleine de bonhomie et d'abandon. Il ressuscitait les landes et les jachères, les ornières de ferme et les charrois forestiers, toute la négligence d'un domaine rural jadis imposant, mordu par les dilapidations diverses d'une ancienne fortune. Ils traversèrent le grand silence de futaies de luxe. Un chant d'oiseaux unique, vibrant un zénith de feuillage et de ciel pâle, accompagnait leur marche, puis passait le mot d'ordre à un autre chant d'oiseaux. De chaque côté dormaient de vastes espaces inhabités, pleins d'une substance fraîche et hautaine, sécrétés par de solennels bois, étroitement appropriés mais déserts. À mesure qu'on approchait, les lieux changeaient de nature. Les volumes d'air vierge, inépuisablement fournis par le profond moutonnement des arbres, développaient une certaine senteur presque sociale qui les distinguait de l'air pur et simple des champs. On pressentait, au bout des avenues, des présences de haute vie. De plates surfaces vertes naquirent du refoulement des futaies. Des massifs d'arbustes ballonnés, docilement ronds, admis parmi les entourages proches, portaient la marque d'une familiarité plus grande et d'une emprise directe. Entre eux, des fleurs rouges écarlates, disposées avec mesure et calcul, éclataient comme de petites joies vives. Tout devenait humain. Le dernier rideau d'arbres ne laissait apercevoir encore que la couleur ardoise de vastes toits compliqués. Composite, et gardant des parties très anciennes, le château paraissait écrasé, vu par cette arrivée latérale. Une avancée de construction raide conduisait jusqu'au sol ses plans inclinés comme pour en remonter les hommes. Pareil à un texte d'invitation formaliste et précis, où tout contresens est impossible, elle exprimait rigidement ce qu'avec bien d'autres nuances avait murmuré la longue traversée des verdures. Quelques gorgées bues, à de nobles coupes, la défense d'être dupe, la musique flexible de l'accueil et la prière à qui écoute, de poser son doigt sur les touches et de collaborer. 2 dames et une petite fille se montrèrent entre ces massifs. Le professeur, découvert, avançait sous le grand soleil. Augustin le suivit, résorbé. Toutes ces choses faites pour elle, ces avenues, ces dispositions du paysage, cette heure de préparation silencieuse, s'effaçaient désormais, expiraient à leurs pieds, inutiles. Celle qu'elle annonçait était là, légère, posée sur leur prairie,
Elle respirait avec un bonheur qui ne se donnait pas la peine d'être conscient, les parfums d'air dont se nourrissait sans doute exclusivement leur vie. Augustin se sentit pesé, laissé, repris, jugé par des critériums et des repères dont il n'avait pas l'usage, d'une nonchalance finesse infaillible. En même temps, il entendait une voix de gorge délicate et prenante, ralentie d'hésitation et par endroits, d'une rugueuse grâce, lorsque des incertitudes factices semblaient peser matériellement et racler çà et là sur le poli de son cristal. Extrêmement pure ailleurs, caressante et pralinée, et d'un tel détachement en hauteur. Mais lui savourait, avec une hostile ardeur glacée, cette substance vocale railleuse et cristalline, cette manière de musique sans notes ni chant. Elle offrait aux visiteurs des nuances ravissantes, assez impérieuses. Une amabilité presque gaie, penchée, sans y descendre jamais, jusqu'au niveau où elle risquait de devenir intérêt, bienveillance ou peut-être amitié. Certaines poussées d'ironie, maintenues elles aussi à l'état naissant, un désir général de familiarité et d'abandon, qui se laissait, d'une obéissance riante, barrer la route par de strictes forces mondaines. De la tête, portée en léger retrait, descendait d'assez haut la lumière d'un regard qu'Augustin prit la hardiesse de rencontrer une seconde, pour en oublier aussitôt la couleur. Il eut le temps de voir que la jeune femme était belle, longue, d'un pâle rose mat moiré d'oranger, venue sans doute du soleil qui traversait son chapeau d'été. De toutes les anciennes images qu'il eût pu conserver d'elle ou reconstituer, aucune ne s'appliquait, aucune ne ramenait du passé la moindre similitude. Ses traits gardaient un sourire permanent, plus formaliste et décidé que la voix. Peut-être celle-ci traduisait-elle à son insu la réalité variable de son âme, tandis que le brillant visage n'exprimait que ce qu'elle avait choisi d'être au premier contact. Elle était vêtue de délicates étoffes d'été, à la fois floues et appliquées, dont bien entendu il ne savait pas le nom. Ses yeux, n'osant se lever au-dessus des gants gris de jardin, eurent le loisir d'y voir un peu de la paume de sa main gauche. Son père lui offrait des compliments soignés, d'allure étudiée, plaisants et bien écrits, respirant une gaieté légèrement cérémonieuse. Il lui parlait comme à une grande dame des textes classiques. Il paraissait heureux. Il présenta ce mince garçon de 16 ans. « Et qu'allez-vous en faire ?» De grâce, que son père ne dispose donc pas les projets d'Augustin en éventaire devant ce sourire. « Ce qu'il voudra, madame, ce qu'il voudra. Mais comme il a de la chance. » Ce dernier mot, chance, prolongé et comme étiré par la voix merveilleuse, parut à Augustin ce que sans doute il était, plein d'amusement, de moquerie légère, ou même aussi d'intérêt et de familiarité naissante, et peut-être encore de vagues choses ressemblant à des regrets sur elle-même. Ainsi du moins Augustin crut-il le soupçonner. Il se sentit, à sa stupeur, débordé d'une subite inondation de gratitude, d'asservissement, de ferveur et de joie, avec d'autres émotions inconnues. Il leur barra la route d'un rude coup de frein, se criant à lui-même « Assez !» et qu'il n'était pas fou. L'autre jeune femme resta en retrait, ne dit mot, sembla secondaire. Madame Desgrès des Sablons ne lui présenta pas les visiteurs. Monsieur de Méridier demanda comment allait Monsieur de Préfaille. « Fort bien, je suppose. Mon frère commande son aviso dans quelque mer chinoise, ou cochin chinoise, ou japonaise, je ne sais. Nous ne savons. Voici sa fille, petite Anne. Voulez-vous donner la main à ces deux messieurs ?» Une délicate petite fille, de 8 à 9 ans, dont les beaux cheveux châtains blonds descendaient en spirale, la seule qui fût restée grave parmi tous ces sourires, n'avait cessé de regarder les deux nouveaux venus de toute la profondeur de ses yeux purs. Elle leur offrit sa menotte d'enfant, sans la moindre timidité. Un jeune homme s'approcha, se tint debout près d'elle. Un peu plus âgé qu'Augustin, gras, immobile, maître de lui, il attendait qu'on le présentât, avec un sérieux froid qui simulait l'homme mûr.
La belle main gantée se tendit vers eux. « Au revoir, cher monsieur. Je vous abandonne à votre leçon. Mais comme vous seriez aimables tous les deux de ne pas nous quitter avant le thé. » Augustin reprit contact avec le réel bien avant la fin de la leçon, dans l'unique fauteuil de la chambre où l'élève de son père les avait conduits. Pendant que s'annonnait un mot-à-mot de Tite-Live, lui, oublié, lisait La Bruyère dans une édition classique. Avec des manières très différentes de celles qui prévalaient sur le préau des grands, le jeune Louvier-Bolny s'était excusé de lui donner cet auteur à lire, faute, disait-il, d'autres romans. Le bourdonnement de la leçon continuait. Le jeune homme parlait en redressant une tête parfumée, rousse, grasse, charnue à la nuque. Des traînés et autoritaires coupaient son débit. Mais chaque fragment restait extraordinairement assuré et calme au milieu des pires sottises latines. Dès qu'un début de rectification partait du professeur, un nouvel essai de traduction refoulait l'erreur et la vérité du même ton massif et maître de soi, fragmenté des mêmes impérieux, destinés à arracher au texte latin un sens acceptable à force de décision dans le commandement. C'était une de ces chambres mansardées, refuge traditionnel des salles de jeu et des salles d'études, aux étages supérieurs des châteaux. Augustin quitta son fauteuil pour s'accouder à la fenêtre, devant un paysage immense. Les hautes futaies dominatrices s'aplatissaient sur le sol. La distance leur faisait livrer les dispositions et les plans qui les régissaient. Le tapis brosse des forêts couvrait la terre, en des endroits sans doute choisis d'avance, entre les intervalles bariolés des champs et des routes. Mais non, voyons. C'était l'inverse. Les forêts avaient poussé les premières, bien avant les champs et les routes, et d'ailleurs, qu'importait. Très au-delà, en plein horizon, dans les marges bleues, d'inidentifiables clochers pointaient à l'extrême lointain d'un amorphe et indolent espace, alourdi de soleil. Augustin sentait une douce détresse désespérée, parente de ce repos. Ainsi simplifiés, désintéressés des hommes, ces paysages magnifiques et complices extrayaient de son cœur des désirs de solitude et de sérénité. Ah, qu'importait que celui-ci déshonorât Tite-Live autant que les âpres élèves de classes sociales plus rudes, et qu'importait encore, tout près d'ici, la respiration de belles vies heureuses. Quelque chose dans son cœur, sans qu'il y fût pour rien, parla tout seul, murmura tout seul. 4 mots seulement. 17 ans, 29 ans. Ce fut contre cela qu'il s'exaspéra. Assez de sottises, de bêlements et d'invraisemblances. Qu'est-ce que cela signifiait ? Est-ce qu'il pouvait dire ce que cela signifiait ? Il balayerait cette langueur ridicule, ce sentiment aux yeux pâmés. Ainsi luttait le verbalisme violent de son monologue moral. Ainsi se faisait-il, captif indocile, traîné sur le sol dur. Il revint s'asseoir avec une froideur raide, insoucieux du bruit de ses pas. Le livre de La Bruyère l'attendait, ouvert sur le fauteuil et le dos retourné. Augustin y lut au hasard. Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages et perdent le peu de religion qui leur restait. De longs voyages. Un aviso dans quelque mer chinoise ou cochin chinoise, je ne sais, nous ne savons. Voici sa fille. Augustin reprit sa lecture. Quelques-uns achèvent de se corrompre. Le jeune Louvier-Bolny parlait examen. Il annonçait des espoirs et même des sécurités en termes qui rendaient pour Augustin un son prodigieusement étranger. Pour moi, monsieur l'abbé m'a toujours dit que je pouvais passer en français si seulement je me souvenais des plans. J'avais choisi, peut-on attribuer à Corneille... Attendez, monsieur, les qualités de psychologue et de moraliste qu'on reconnaît d'habitude à Racine. Vous connaissez sans doute ce sujet. Il n'est pas difficile, n'est-ce pas, monsieur ? Monsieur l'abbé m'a très bien expliqué. Il suffisait de se souvenir d'un plan sur Corneille et d'un autre sur Racine,
et de les ajouter. Ils ont bien au moins 5 ou 6 idées chacun. Je dois dire que j'ai une mémoire détestable. J'avais complètement oublié ces plans. Eh bien, je vous dirais que je me suis présentée avec un de mes amis qui avait 13 idées, dont il se souvenait parfaitement bien. Il a trouvé le moyen de se faire refuser avec 13 idées. C'est formidable, n'est-ce pas, monsieur ? Ces avaient disparu, les circonstances étant autres. Des procédés différents assuraient les nécessaires paliers des phrases. Il utilisait à cet effet des aspirations salivantes, entrant par la fente des 2 lèvres rapprochées. Elles exprimaient une détente satisfaite, une sécurité, une sympathie qu'on convie l'interlocuteur à partager, puisqu'on les connaît désormais, et qu'il a pris place dans l'ensemble social destiné à notre bonheur. La réserve de graisse inexploitée que contenait son cou s'arrondissait en cylindres superposés. Tant d'assurance, tant d'argent et 13 idées. En face de cette jeune maîtrise, Augustin voyait son père en profil perdu. Tandis qu'il dictait, d'une voix professionnellement nette, un sujet sur Alceste et Philinte, sa barbe rousse et blanche remuait sur ses joues et la courbe de ses épaules fléchissait de faiblesse. Les irisations de ses rêves parurent à Augustin égoïsme et chimère. La leçon terminée, le jeune homme se précipita sur la porte avec une serviabilité formaliste et froide qui était dans sa manière. Augustin vit passer des tapis d'escalier bleus, un mélange de pierres de taille et de fer forgé, des embrasures de fenêtres profondes par lesquelles entrait un frais été. Comme il débouchait au rez-de-chaussée sur un vestibule de granit et de tapisserie, une automobile déversa son contenu mondain sous la forme de 2 dames et d'un monsieur vêtu de gris. Près d'eux, en retrait, un domestique était posé, pareil à un accessoire. Les visiteurs avançaient lentement. Leurs 3 regards traversèrent sans s'arrêter sur Augustin et son père, les prenant pour quelque partie incommodément épaissie et colorée de l'espace, à travers laquelle ils eussent à observer par transparence, et que les règles d'une bonne observation fussent de fixer sans voir, d'un air glacial. Contre le perron, une 2e automobile se rangeait déjà. À angle droit, avec la direction générale du grand vestibule, au bout d'un corridor en bois et pierre, à travers les glaces d'une porte latérale, pendait, verticale et limpide, équilibrée comme un tableau, une autre partie de l'indifférent été. Voulez-vous m'excuser auprès de Madame Desgrais, qui doit avoir beaucoup de monde ? Dit au jeune homme gras M. Méridier, dont la brusque décision de timide imitait l'audace. Non, non, confirma-t-il de son ton presque fébrile qu'Augustin connaissait bien. Restez, je vous en prie, je vous en prie. Et ils s'enfuirent tous les 2 par le sonore corridor qui sentait l'encaustique et la boiserie de chêne. Pendant que ce mécanisme mondain repoussait M. Méridier avec une force inconsciente de son propre exercice, Augustin réentendait la voix lente, ironique et dorée. « Comme vous seriez aimable de ne pas nous quitter avant le thé ?» L'idée qu'il eût pu la revoir autour d'une table à thé lui étreignit le cœur d'un brusque regret déchirant, mais qui fut court. La caresse du fantôme se dissipa dans le grand air. Ainsi, il logeait dans son cœur toutes les contradictoires. L'attrait du renoncement total, du « donne-moi tout », et aussi l'amour des siens, le désir de ne pas les quitter, de les aider tendrement, et les plus beaux appels de la passion et de la chimère, un goût double, de vie terne et d'éclat, le débouché sur le parc le surprit en pleine fureur contre lui-même. C'était une avenue plus courte et plus parée, aux grâces florales admirables. Elle fut pour Augustin privée de sens, aussi inertement vide que dans l'étonnement d'un grand deuil. Il n'y verrait plus, de fort longtemps sans doute, celle qui en fut pendant 5 minutes le centre et l'apothéose. Puis il se dit que ces choses étaient le type même des idées obsédantes, qu'elles passeraient,
qu'elle mettrait un certain temps à passer. Elle est aussi charmante qu'autrefois, monologuait M. Méridier, quand elle accompagnait de ses taquineries les leçons de français que je donnais à son frère. C'était il y a bien longtemps. Je ne sais pourquoi, j'ai l'impression qu'elle reste un peu triste. Ses phrases se coupaient d'hésitation et d'arrêt, comme s'il conviait Augustin à en remplir les intervalles. « Je crois que nous avons bien fait de partir », finit-il par dire. « Je le crois aussi, papa », répondit Augustin d'une voix tranquille. On atteignit la fin de l'avenue. Les derniers reflets des pelouses, une corbeille de fleurs, des arbustes taillés précédaient une conciergerie. Ils la franchirent et reprirent en un sens inverse la grise prose de la route. Une très grande nouvelle vint aider l'obsession à passer. C'était la semaine d'avant les prix, dans les jours qui suivirent le baccalauréat, et la grosse et voyante mention, semblable à celle de l'année précédente. À ce moment juste, éclata le coup de tonnerre. Par-dessus tous les lycées de Paris, Augustin obtenait le premier prix de philosophie des nouveaux au concours général. Il se classait le 3e de France, après 2 vétérans des lycées parisiens, dont l'un remportait le prix d'honneur. On parlait de cet événement d'un ton posé et calme, comme si on renonçait à égaler les mots à son importance. Quand il apprit la nouvelle, Augustin se sentit la tête tournante, le souffle coupé, et dans son bonheur, un curieux mélange de chaleur et de vide. Il se reprit en main avec ses habituelles secousses volontaires, renforcées de raillerie contre lui-même. Il trouva pour le cas actuel, pensif et pâlissant comme dans Vigny. Mais il n'osa pas ajouter l'autre vers, car il était déjà l'élu du Tout-Puissant, dangereusement proche de l'appel. Le proviseur attendait, d'un collègue de Paris, l'offre de son lycée pour la préparation à l'école normale. Il en vint 3. En hâte, M. Méridier demanda conseil à M. Rubenson, parti en vacances dès le baccalauréat, et que la petite préfecture ne devait plus revoir. Augustin lui écrivit en même temps ses effusions, sa gratitude. La réponse parvint d'une ville d'Allemagne, universitaire et médiévale, ce qui fit luire sur ce bonheur un peu d'exotisme, un petit reflet du vaste monde. C'était la vraie fin de l'adolescence. Quelque chose de fléchissant et de terminal, malgré l'assertion inverse du calendrier, figurait aussi dans la substance de l'été. Tout le monde était fatigué de ces 10 mois de tension mentale et morale, mais cela ne rendait pas compte de cette inattendue mélancolie, mêlée à l'élation qui gonflait Augustin. Son père, gardé à la tâche jusqu'au prix, écrasé par 40 semaines de servage, connut une dernière classe respectueuse et presque intimidée, qu'il dépeignit à mots plaisants. Ils se trouvaient tous les deux dans la chambre-bureau, où tant de choses se tenaient avec eux. Le rayonnage de bois blanc, chargé de livres brochés et de cartonnage scolaire, les statues grecques, le paquet de notes sur saint François de Sales, la thèse latine, tout avait pris la même teinte de finalité et d'adieu. Encore Augustin ne devinait-il pas toute la largeur de la fissure. Le prochain départ de son fils et la solitude du pauvre homme avaient frappé la thèse à mort. Madame Méridier fut longue à embrasser l'ampleur des nouveaux destins. Le prix lui sembla un livre un peu plus volumineux et doré, tenant plus de place dans les placards. Semblable à ces âmes simples qu'une perte de 30 000 francs laisse calme, mais qu'un billet de 100 francs égaré désespère, elle dit, quand on eut desservi la table du soir, « Mais j'aurai à peine le temps de m'occuper des chemises d'Augustin et de ses flanelles. » « Oh, fit le père, une bonne partie du trousseau est sans doute comprise dans la bourse. D'ailleurs, je vais écrire. » Et la nuance de protection qui imprégnait son sourire indiquait des emplacements sociaux tellement hauts désormais. « Tu vas être interne pour la première fois, mon Tintin, » continuait sa mère. Augustin fit un geste pour rejeter cette considération parmi celles qui ne comptaient pas, qui n'influaient pas sur la manière dont on devait utiliser Kant pour l'apologétique. Mais Madame Méridier nourrissait des arrière-pensées.
Je voudrais tant, fit-elle, connaître l'aumônier. Il sera certainement très distingué. On réserve ces postes aux prêtres les plus intellectuels. Monsieur Méridier détacha le mot, du clergé de Paris. Cependant, si la distinction d'un prêtre allait de soi pour Madame Méridier, si elle ne s'en doutait pas plus que de son intellectualité, ces qualités n'offraient qu'utilisation secondaire, comme des vins fins qu'on ne boit jamais. Dévoué, humble, pieux, zélé, mortifié, de bons conseils, voilà ce qu'elle attendait d'un prêtre, ce qui lui allait comme les étoiles à la nuit et le soleil au jour. Elle regarda son fils avec une candeur anxieuse, complexe et tendre. Augustin se mit à rire. « Mais oui, maman, fit-il sans qu'elle lui demandât rien. J'irai le voir dès la première semaine. » « C'est singulier, je n'ai pas l'impression que tu nous quittes, tant je cesserai peu d'être avec toi. » 2 heures après, Augustin se retournait encore dans son lit, sans pouvoir dormir. « Je devrais sentir un bonheur immense, et je n'éprouve rien, qu'un sentiment presque déchirant de ce qui va finir. » Sa fenêtre était ouverte toute grande sur l'impassible nuit d'été. Les plus heureux jours. Augustin ignorait ce pays nouveau, n'ayant jamais voyagé qu'entre sa ville d'université et le Cantal. On traversait des gares de triage. Des 2 côtés de la quadruple voie, des paysages au type inconnu glissaient sur les plans de l'air. Projections avancées de très grandes villes, usines, maisons ouvrières, noires en verre de demeure, courettes hideuses où séchaient des linges, carrefours au vif éclairage, cantonnés de cafés. Telles étaient ces formes de géographie humaine, très différentes des formes familières. La vie y apparaissait au premier regard, brutale, morne et gaie, autant qu'on pouvait l'explorer au galop d'un rapide. Plein de la saleté des fins de voyage, le compartiment de 3e classe bruissait d'excitation lassée. Un terne reste de jour, de sombres volumes de brume et la fixité filante des lampes à arc peuplaient ce crépuscule d'extrême septembre. Parfois, l'express sifflait longuement. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.